Amis toujours pas vraiment déconfinés, bonjour. Chronique de GeoViral, saison 2, épisode 1. Comment continuer de penser le monde avec le virus, puisque nous sommes toujours confrontés à cette pandémie. Ma première chronique de GeoViral, publiée le 23 mars 2020, il y a un an, sur la chaîne YouTube de l'École urbaine de Lyon, insistait sur la nécessité de comprendre très vite un message que nous envoyait l'épidémie alors à son début. Je rappelle que ce n'est que le 11 mars 2020 que l'OMS avait déclaré le caractère pandémique mondial de la Covid. Ce message est assez simple. Nous sommes, nous les humains en société, imparablement en lien avec les vivants non humains et notamment avec les micro-organismes que sont les pathogènes. Qu'ils aient une intégrité comme les bactéries ou qu'ils soient de simples entités programmatiques comme un virus du type du SARS-CoV-2 qui, vous le savez, ne peut subsister sans parasiter des hôtes et s'en servir comme d'une sorte d'usine destinée à répliquer et démultiplier les virions. La leçon est donc particulièrement claire. Nous ne pourrons jamais nous défaire de ces liens avec les êtres vivants, particulièrement avec ces micro-organismes qui constituent une part décisive de ce vivant et des opérateurs de sa transformation permanente. La pandémie nous confronte à cela au demeurant, via l'apparition des fameux variants préoccupants. C'est ma traduction de l'expression anglaise qui devrait être utilisée, variant of concern, car la manière dont nous nationalisons les variants anglais, variants sud-africains, variants brésiliens, etc., est problématique. Mais je n'y insiste pas, car j'y reviendrai dans une autre chronique. Bref, la seule chose surprenante dans l'apparition de variants, c'est que nous soyons surpris, et que nous en fassions un tel ressort dramaturgique. Le virus est bien encore là. Le virus circule. Parce que le vivant est toujours là, avec nous, entrelacé aux humains. Le SARS-CoV-2 n'est pas prêt de s'absenter. Il va circuler jusqu'à ne plus avoir de ressources, c'est-à-dire de nouveaux corps, usines à infecter. Et s'il prend congé, d'autres suivront. Car nous savons désormais que la dégradation des écosystèmes liée aux impacts des activités humaines, au premier chef aux impacts de l'agro-industrie, nous expose de plus en plus à voir des virus circuler d'espèce en espèce et arriver jusqu'à nous. Nous devons donc vivre avec le virus, avec celui-ci, avec les autres, avec les pathogènes, avec les autres entités vivantes. Face à ce constat qui me paraît assez simple, je suis frappé de la multiplication ces dernières semaines de l'appel à des stratégies dites de zéro Covid. Ce mouvement doit beaucoup à l'activité de scientifiques issus, pour beaucoup d'entre eux, de la modélisation des systèmes complexes. Un des instigateurs principaux de cette démarche est le professeur Yanir Bar-Yam, un physicien responsable du New England Complex Systems Institute, mais aussi un mouvement qui vient du travail de spécialistes de l'épidémiologie mathématique ou également des économistes. D'ailleurs, un des articles vantant cette approche, publié dans le journal Le Monde, était rédigé à l'initiative de Philippe Aghion, professeur d'économie au Collège de France, et Patrick Artus, chef économiste à la banque Natixis. Ceci nous montre au passage l'inquiétude des économistes standards au regard de la persistance de la pandémie, qui est un facteur d'arrêt des activités, qui sape autant l'économie réelle que, sans doute, les théories économiques classiques. La démarche Zéro Covid a suscité la création d'une plateforme internationale, endcoronavirus.org, vous pouvez aller la consulter sur le web, et elle est soutenue par des médecins, mais pas en si grand nombre que cela. Elle fut en tout cas ces dernières semaines abondamment relayée par les médias ainsi que par certains journaux scientifiques comme le Lancet, dont le directeur, Richard Houghton, est un propagandiste de la démarche nCovid.
elle a paru un temps comme une solution pour juguler la pandémie. Cette stratégie, en effet, se présente comme infaillible et à l'efficacité prouvée. Le titre d'un article du Monde paru le 24 février dernier, qui la soutenait, est très explicite. Je cite, « La stratégie zéro Covid a montré sa supériorité sur les plans sanitaires et économiques. » Elle se présente donc comme un exemple de la vertu de l'application à la société d'un raisonnement abstrait, très centré sur la modélisation, donc, mais qui s'appuie néanmoins également sur des exemples de succès censés ancrer la théorie dans la réalité empirique, exemples qui sont toujours les mêmes. La Nouvelle-Zélande, Singapour, Taïwan, État insulaire assez peu peuplé, remarquons-le, mais aussi la Chine, la Corée du Sud, ainsi que le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et quelques autres. Des contrées où, remarquons-le également, le virus n'a jamais vraiment totalement disparu, même s'il est peu présent, au moins en apparence. L'idée directrice est d'éradiquer rapidement le virus par l'application d'un remède énergique dont on postule que la difficulté d'administration est assurément plus légère à endurer que le maintien de la situation pandémique qui désorganise la vie sociale et surtout le fonctionnement économique normal. Rappelons quelques principes de ce remède. L'application d'un confinement très strict, souvent régional, dès les premiers cas constatés. Un contrôle très strict également des frontières nationales avec une quarantaine obligatoire pour tous les voyageurs. La mise en place d'un système testé, tracé, isolé, hyper performant pour repérer très rapidement les cas contacts. La définition à l'intérieur de chaque pays de zones vertes hors Covid qu'il faut protéger de nouvelles infections par le contrôle des déplacements et le contrôle des limites afin d'empêcher les intrusions de personnes contaminées. Eh bien, pour tout dire, il me semble que la démarche zéro Covid souffre d'un défaut de compréhension grave de la situation pandémique dans 3 domaines. D'abord, cette démarche sous-estime totalement le caractère global, c'est-à-dire mondialisé, systémique de la pandémie. Ce caractère ne semble jamais véritablement intégré. Or, nous le savons, le virus circule potentiellement dès qu'une personne circule. Pour qu'il y ait zéro Covid donc, il faudrait qu'il y ait synchroniquement zéro circulation dans le monde entier pendant plusieurs semaines. Ce qui paraît pour le moins compliqué à établir, alors qu'on sait déjà que la chose n'est pas réalisable à l'échelle d'un seul pays. Encore un effort, chers experts, pour être géographes, et comprendre que le virus ne va pas s'éclipser si facilement, justement parce qu'il s'est mondialisé. Et je renvoie là à mes premières chroniques de GéoViral, où j'explique comment le virus participe de cette mondialisation et participe de cette urbanisation généralisée du monde. Deuxième défaut, la démarche zéro Covid fait assez allègrement l'impasse sur la grande variété des configurations géographiques et des systèmes politiques des pays du monde, qui ne sont pas tous, comme les exemples probants mis en avant, des États insulaires relativement peu peuplés, ou des pays non ou faiblement démocratiques, où l'administration du confinement fut très dirigiste et rigoureuse. À ce sujet, précisons que voir mettre en exergue la réussite de pays comme la Chine, où les droits humains ne sont pas véritablement respectés, ne me paraît pas un point critique mineur, sauf à accepter qu'une pandémie donne une licence de régression en matière de droits démocratiques. De même, on pourrait montrer que les pays qui sont présentés comme rencontrant du succès dans la lutte contre le Covid ne le doivent sans doute pas exclusivement à une stratégie de zéro Covid en tant que telle, mais soit à une insularité favorable à la mise en place d'un système protecteur, soit à des conditions sociales préalables qui, quant à elles, renvoient plutôt à l'efficacité de la préparation à un épisode pandémique, comme en Corée, à des traditions anciennes de discipline sociale, à des dispositifs efficace de contrôle et d'autocontrôle des individus. On pourrait aussi estimer que certains pays ont bénéficié des effets secondaires des arrêts des mouvements touristiques mondialisés, qui ont ainsi vidé, par exemple, la Thaïlande et contribué à la mettre relativement à l'abri. Bref, on a un peu l'impression que les cas vertueux convoqués par les experts du zéro Covid servent surtout à conforter un biais cognitif qui fait en vérité plutôt l'impasse sur la question géographique et sur la question géopolitique. Troisième défaut, c'est la sous-estimation du caractère complexe des sociétés
par ces experts du zéro Covid, et la sous-estimation de l'effet multiforme de l'épidémie sur les individus. Comme si dans leur esprit, les sociétés n'étaient que des assemblages d'individus décideurs utilitaristes rationnels, et non des ensembles de personnes dotées d'intériorité, d'affect, de croyances, de désirs, d'aspirations, de volonté et de besoins. La manière dont les chantres du zéro Covid, qui, notons-le sans malice, vivent souvent une existence très protégée, la manière donc dont ils sous-estiment les questions de souffrance psychologique, de crainte de déclassement social, d'aspiration à la vie collective, cette manière est confondante. Ces experts sermonnent les habitants avec une condescendance qui est celle des experts, sûrs de leurs droits et de leur prétention à dire le vrai. Et ils expliquent aux habitants que leurs états d'âme face au confinement ne sont rien par rapport à la nécessité d'éradiquer le virus. Ils recyclent au passage une vieille lune moderne qui consiste à vouloir plier le vivant à nos finalités. Alors tout n'est certes pas à réfuter dans cette approche, notamment l'insistance sur la nécessité de tester, tracer, isoler. Sans aucun doute, un certain nombre de pays, comme la Corée, Taïwan, Singapour, étaient mieux préparés à affronter une telle pandémie et ont mis en place une stratégie efficace, alors qu'en Europe, la plupart des États semblent encore naviguer à l'estime. Mais dans l'ensemble, les propagandistes de cette démarche zéro Covid manifestent surtout leur adhésion à ce que j'appellerais un scientisme renouvelé, qui consiste à croire qu'à partir de la science abstraite, on peut tout résoudre des questions sociales et politiques en faisant justement abstraction des caractéristiques du monde social et politique. Je dois le dire, je crois qu'une telle arrogance n'est plus de mise désormais. Et si la science doit bel et bien s'impliquer dans la traversée d'une épidémie, c'est en tentant d'éclairer les problèmes plus qu'en voulant imposer des solutions. Solutions qui devraient in fine toujours être du ressort du débat démocratique, quelle que soit l'urgence à agir. Car s'il faut souvent poser des actes dans l'instant, rien n'oblige à ne pas les discuter ensuite, tout au contraire l'exige. Voilà, c'est tout pour cette première chronique de la saison 2. Je suis ravi de vous retrouver et comme l'année dernière, je vous proposerai à chaque fin de chronique quelques références biographiques. Alors pour commencer, évidemment, un peu de réclame. Vous pouvez trouver dans le livre Chroniques de GeoViral que j'ai tiré de ma première série de chroniques publiées entre mars et mai de l'année dernière. Vous pourrez retrouver, notamment dans les chroniques 2, 3, 4 et 5, tous les éléments d'explication sur la mondialisation et l'urbanisation de cette pandémie, explication qui visiblement fait défaut aux tenants de la stratégie zéro Covid. Donc je leur conseille donc également cette lecture, c'est publié chez 205 éditions à Lyon. Et puis pour ceux que la démarche zéro Covid intéresse et qui voudraient aller un peu plus loin, consultez le site endcoronavirus.org dont j'ai parlé, mais vous pouvez aussi consulter un article publié dans le Lancet, donc la célèbre revue médicale, le 30 janvier 2021, dans le volume 397, c'est le numéro 10272, c'est à la page 359, c'est accessible sur le web, et le titre est The Case for No Covid, et c'est signé Richard Horton, le directeur du Lancet. Eh bien, à bientôt pour une prochaine chronique. D'ici là, continuons de ne pas confiner idiots et puis prenez soin de vous.